systèmes économiques, les systèmes politiques, un frein ou un avantage pour le développement économique? Nous continuons ainsi cette réflexion autour donc de l'importance en fait des systèmes, l'impact important des systèmes politiques et des systèmes économiques. Alors, dans cette partie, nous allons toucher à trois éléments ou peut-être plus qui, je pense, sont aussi déterminants. On en entend parler beaucoup, mais ça devient souvent un mot ou des expressions de, entre guillemets peut-être, manipulation ou d'usage à d'autres fins. C'est le partenariat entre le public qui sort donc des systèmes politiques et le privé. Ces partenariats ne devaient pas être que des mots plats, ne doivent pas être que des platitudes. Ce partenariat est nécessaire parce que les deux entités, l'un a besoin de l'autre. Et spécialement, dans les États que nous visons, donc comme audience aussi, souvent j'ai l'habitude de dire certains de ces systèmes publics ont peut-être besoin, ces institutions publiques ont besoin elles-mêmes d'être privatisées d'une certaine manière. Juste pour rire. Mais là, l'importance du partenariat entre le privé et le public va rendre l'écosystème, le développement économique, qui est donc le bien-être du peuple, meilleur que nous le pensons. Alors, rejeter carrément un côté, penser que l'autre côté est tout puissant. Encore une fois, le privé et le public serait donc une grave erreur où nous n'obtiendrons pas les résultats de ce que nous recherchons dans ce processus-là. Alors ici, il faut que j'insiste aussi sur, c'est là où la bonne gouvernance joue un rôle déterminant. Alors nous nous basons sur les principes dans tout ce que nous faisons dans la construction d'entreprises pérennes. Nous partons de comment notre corps lui-même, il fonctionne déjà. Et sur notre corps, il y a plusieurs entités qui sont en partenariat. Une entité ne se lève pas et demande de remplacer l'autre entité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous remarquons beaucoup dans les nations, surtout francophones pour le moment, et certains anglophones. Comme je l'ai dit, c'est une réalité, mais à différents degrés, même dans les États développés. Alors, quand les institutions publiques cherchent à se transformer ou à prendre la place des institutions privées, problème se pose. Je vous donne un exemple. Des ministres qui sont, par exemple, quand je dis ministre, je n'ai que touché aux institutions publiques ici. Ça peut être des directeurs fonction publique. Vous mettez qui vous voulez. Qui sont à l'accès de l'information clé, des entrées d'opportunités d'affaires, qui vont en arrière créer, par exemple, des entreprises et leur donnent priorité. Ça, ce n'est pas de la bonne gouvernance. Ça crée un conflit entre vraiment ce partenariat privé-public. Un responsable qui se retrouve, l'Afrique, je le dis toujours, est un gros chantier en construction quand il en vient donc aux travaux publics, par exemple, aux constructions. Mais quand une personne de l'institution publique voit qu'il y a donc des entrées ou bien des projets qui arrivent et va derrière créer, par exemple, une institution fantôme, fictive, quand je dis fantôme, ils ne sont pas devant, c'est des gens qu'on met devant, n'est-ce pas? Qui donc concurrence de façon déloyale, donc le secteur privé. Alors les deux entités doivent pouvoir fonctionner, maintenir la bonne gouvernance, éviter donc les conflits d'intérêts. Donc pour un développement, est-ce que les systèmes économiques et les systèmes politiques peuvent être un frein ou un avantage pour donc le développement économique? Oui et non. Voilà pourquoi je le disais dans la première partie. Bien. Dans le développement des systèmes économiques et politiques, il y a un fait qui est crucial et important, qui relève encore des principes que nous partageons toujours. C'est le jeu de l'offre et la demande. Et la crise financière de 2008, la toute dernière très mauvaise que nous avons vécue, était due
au manque de respect de ce principe-là, de l'offre et la demande, que notre corps lui-même nous présente. L'environnement autour de nous nous le montre. Nous en avons parlé dans des vidéos, par le passé. Le jeu de l'offre et la demande. On ne peut pas parler du bien-être du peuple quand nous développons plus un côté et nous négligeons l'autre. Je m'explique. Le mouvement donc, de l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui est présenté, branlé comme la solution finale, la solution idéale pour donc, le développement économique. Nous l'avons dit dans plusieurs vidéos, est souvent présenté d'une manière erronée. Parce que nous ne pouvons pas promouvoir l'offre et la demande n'est pas renforcée. Sinon, tous les produits que nous pouvons créer, toutes les consommations que nous voulons développer sur le plan donc local, si la demande n'a pas la capacité de l'acheter, il n'y aura pas d'entreprise. Alors, ce principe de l'offre et la demande doit être visé, doit être approché de façon stratégique. On ne peut pas promouvoir, et ça se passe dans plusieurs pays aussi, promouvoir de consommer le local par exemple, et maintenant vous regardez, même ceux qui sont dans cette promotion du consommer local, personne localement n'a les produits par exemple qu'on est en train donc de promouvoir. Que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit la cosmétique, que ce soit donc tous ceux qui contribuent à cette promotion doivent pouvoir avoir chez eux, doivent pouvoir avoir dans leur entreprise ces produits-là dont nous promettons. C'est là où la demande est importante. Maintenant, si cette demande est focalisée sur les produits à l'étranger, vous comprenez que promouvoir l'offre à travers l'entrepreneuriat ne va pas résoudre le problème. L'offre et la demande, on en a parlé beaucoup dans d'autres vidéos par le passé. Système politique, système économique, frein ou avantage à un développement économique demande à ce que ces éléments-là soient vérifiés. Alors, maintenant, nous allons parler des systèmes économiques théoriques. Il est un peu triste de remarquer que les grands économistes qu'on nous cite aujourd'hui, qui étaient en grande partie des gens qui ont fait attention aux problèmes de société et de façon intuitive, subjective, ils ont trouvé donc des approches pour résoudre ces problèmes de société-là. Nous sommes donc aujourd'hui branlés, présentés comme des modèles économiques à suivre. Et c'est dommage. Nos grands théoriciens, nos grands professeurs en économie, tout ce que vous pouvez mettre experts en économie souvent, négligent cette base-là et se concentrent tellement sur les théories apprises. Là, je veux me focaliser spécialement sur l'Afrique. Les réalités africaines sont différentes. La bonne femme au marché qui fait des milliards ne connaît pas toutes ces théories-là. Comment allons-nous adapter les systèmes économiques, ces théories-là? Comment allons-nous, en fait même, ne pas dépendre uniquement de ces théories pour pouvoir aider la bonne dame à comprendre? Pour que les solutions que nous trouvons, même de nos théories maintenant, non des théories importées, juste pour coller, parce que nous avons fait des grandes études. Alors nous devons pouvoir trouver aussi nos propres systèmes à travers les réalités qui sont sur le terrain pour donc un développement économique, donc le bien-être du peuple. Là interviennent même nos systèmes bancaires. Nos systèmes bancaires sont tellement obsolètes dans le sens où leurs systèmes même administratifs, leurs procédures sont tellement obsolètes et compliquées. Les gens vont préférer garder ou terroriser l'argent chez eux. S'il faut me prendre 4 heures par exemple pour ouvrir un compte bancaire, s'il faut me prendre 2 heures pour juste faire un retrait, vous comprenez que la bonne dame au marché, le bon marchand ou commerçant au marché qui réalise des activités, des transactions rapides, ne va pas faire confiance et mettre tous ses fonds au niveau par exemple d'une banque.
Et ça fait du manque à gagner aussi pour les banques. Juste parce que nous restons trop souvent théoriques. Les banques sont des multinationales où souvent toutes les informations ne viennent que du siège. L'Afrique est un grand continent avec une diversité culturelle, une diversité énorme. La réalité en Côte d'Ivoire ne peut pas être la réalité au Togo. La réalité au Sénégal ne peut pas être une réalité au Bénin. Donc nous devons pouvoir être flexibles. Et il y a cette adaptabilité et cette flexibilité du corps humain que nous avons, que nous n'implémentons pas dans nos systèmes politiques et nos systèmes économiques, qui n'arrangeront pas ce développement économique dont nous espérons tant, sur lequel nous travaillons dur pour pouvoir voir le bien-être du peuple défini comme développement économique pour nous. Alors, ceci ne reste qu'une liste d'éléments que nous avons voulu partager. Rappelle-toi, mets dans les commentaires les autres éléments aussi que tu vois. Mais au-delà donc de parler, rentrons en action. Même si c'est à un niveau basique, à un niveau simple. Faisons notre part. Nous, on a choisi de faire notre part à travers l'éducation, à travers l'éveil et l'engagement aux principes de vie qui sont déterminants pour le développement humain et économique. Laisse-nous savoir dans les commentaires ce que tu en penses et on se retrouvera dans une autre vidéo.